Oui, mais on parle quand même de 22 millions de personnes supplémentaires qui vont Oui. être prises en charge par le système. On parle de 5500 nouveaux postes budgétaires. Euh, Alors, L'équation. il ne faut pas faire le parallélisme entre les postes budgétaires et les 22 millions. Oui, oui, mais Alors, le système souffre déjà d'un déficit exactement, c'est ce que je de. voulais dire. Il y a un déficit, un gap important. En ressources humaines, nous avons 32 000 médecins qui sont en manque et nous avons 65 000 infirmiers qui sont aussi en manque. Alors, la solution à préconiser pour les métiers, bien sûr, les infirmiers et les autres métiers de santé, est dite totalement différente de la solution à préconiser vis-à-vis des médecins. C'est deux entités différentes, puisque par rapport aux infirmiers, l'État autorise quand même des centres de formation. Nous avons des filières qui relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur et d'autres qui relèvent de la formation professionnelle. Nous avons des structures privées qui forment et aujourd'hui nous avons beaucoup de lauréats qu'il faudrait juste requalifier pour pouvoir les intégrer. Donc le timing pour pouvoir combler, je dirais l'échéancier pour combler bien sûr le déficit en matière des métiers de santé, il serait plus court par rapport au délai qui serait bien sûr qui serait dédié pour la formation médicale. Pourquoi la formation médicale? Parce que la formation médicale, nous avons aujourd'hui cette faculté de médecine et les initiatives passées n'ont pas donné quand même beaucoup de résultats parce que le gap il reste toujours important. Le input de 2200 médecins, de 2200 inscrits aujourd'hui, il donne quand même un output de 2300 lauréats chaque année. Et parmi ces lauréats-là, nous récupérons seulement 500 alors que les 800 quittent le Maroc. Pourquoi? Parce que le problème est en aval. Le problème, il est situé au niveau des structures, il est situé dans l'attractivité du système. Le médecin aujourd'hui, il occupe quand même le 28e rang social alors qu'il était en 1970 le 3e rang social. Comment fidéliser, comment retenir nos compétences? C'est tout un travail à faire au niveau bien sûr de la fonction sanitaire qu'il faudrait lui donner quand même la place qu'il faut par rapport aux besoins du pays. Et bien sûr, je dirais que c'est un maillon incontournable et indissociable dans tout cet échiquier qui permettra de relever le défi des ressources humaines, accompagner la couverture médicale, permettre quand même des soins de qualité pour recevoir les 22 millions et leur donner quand même répondre à leurs besoins stricts. Voilà. D'accord. Donc est-ce que vous pensez aujourd'hui que le recours à l'expérience étrangère, qui a été très décrié par les médecins marocains, est-ce qu'il est indispensable pour résorber un peu le déficit et accompagner le chantier de généralisation de l'AMO? Moi, je dirais que toutes les solutions sont bonnes aujourd'hui tant que le déficit est très important. Il y a une grande insuffisance. Si je me résigne juste à la formation actuelle aujourd'hui, il nous faut 25 ans. Est-ce qu'on doit attendre 25 ans de formation pour que nous soyons bien sûr en conformité avec l'accompagnement de la couverture? Non, quand même. Donc je pense qu'il va falloir opter pour plusieurs solutions. Dans les solutions, il y a la loi 131/13 qui a été amendée et modifiée, 33/21, qui permettra bien sûr de traiter les compétences étrangères au même pied d'égalité que leurs collègues marocains, parce que la loi elle existait depuis 2015, mais elle n'a pas donné de résultats. Et dans cette loi, il y avait beaucoup de verrous, beaucoup de freins qui empêchaient les investisseurs d'abord de venir, qui empêchaient les praticiens de venir, bien sûr, exercer, ne serait-ce qu'à mi-temps. Et donc, on a levé ces verrous pour que l'on puisse donner, bien sûr, un élan important au système de santé en matière de ressources humaines essentiellement. Et quand je dis en ressources humaines, il y a aussi, c'est une expertise qui peut rentrer. On va hisser le niveau, donc quand même, de la santé au Maroc. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de le nombre de compétences que le Maroc pourrait attirer dans le secteur de la santé? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 14 000 médecins qui sont à l'étranger, marocains qui sont à l'étranger. 14 000 médecins, il y en a certains, moi, je suis en contact avec des associations de médecins marocains à l'étranger qui se sont organisés de la sorte pour essayer de trouver quand même une issue au Maroc, que ce soit bien sûr pour une longue durée, ou bien sûr pour je dirais des temps partiels. Et ça, je pense que la loi aujourd'hui leur permet bien sûr de venir travailler, servir leur pays, sans problème. Mais la demande, elle est là. Alors, la première solution qui a été préconisée, je dirais, ou la première facilité, c'est on ne demande pas une inscription avec une autorisation. Il suffit qu'il soit inscrit dans le Conseil de l'ordre, bien sûr, du pays dans lequel il exerce. Il est automatiquement
accepté au Maroc et donc ça lui donne quand même une possibilité d'exercer au Maroc. Par contre, il faut qu'il choisisse la région dans laquelle il va exercer et qu'il choisisse bien sûr le site dans lequel il va pratiquer. On Voilà. ne risque pas de tomber dans le problème, notamment de la loi 113, 131-13, qui a ouvert les capitaux aux cliniques privées, aux non-médecins, pour un peu répondre à des besoins de régions où il y a une faible offre de santé. Aujourd'hui, l'objectif escompté par cette loi n'a pas été atteint. On se retrouve avec des cliniques qui s'ouvrent dans des régions où l'offre est déjà très importante. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on tombe dans le même problème? Ce que je pense, c'est que si l'opportunité est ouverte aujourd'hui, c'est d'abord pour une raison, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est essayer de revenir un peu sur le déficit en ressources humaines, parce que c'est un appel d'air d'abord pour ramener des gens, ramener d'expertise et tout. Deuxièmement, c'est essayer de combattre les déserts médicaux. Et c'est fait dans ce sens. Bien sûr, l'État va être le régulateur et va essayer de voir avec l'investisseur, bien sûr, pour qu'il puisse bénéficier quand même des avantages s'il investit, bien sûr, dans des endroits qui sont déshérités ou qui sont dans le besoin, plutôt que dans les populations, là où il y a le plus de... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça va être le cas, parce que je pense que c'est de facto. On est en train d'investir là où il y a plus aujourd'hui de ressources humaines qui pourraient être utilisées à plusieurs endroits. Vous pouvez faire la remarque, des fois, vous avez un CHU, à côté il y a des champignons qui poussent pour essayer d'utiliser la même ressource humaine. Et si l'État opte pour une politique d'incitation et retient ses compétences à l'intérieur de leur établissement, je pense que l'investisseur doit faire de même pour essayer de ramener de l'expertise, que ce soit nationale ou étrangère. L'essentiel, c'est qu'il y aura plus de création d'emplois directs ou indirects avec ces investissements. Pour le moment, l'insuffisance est tellement importante qu'on n'a pas besoin, bien sûr, de s'attarder sur cette question au jour d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait quand même l'encouragement de l'investissement. Il faut qu'il y ait un appel d'air pour ramener quand même des gens. Il faut qu'on rallonge l'âge de la retraite pour les compétences, pour essayer d'exercer plus, mais la laisser au choix. Il faudrait bien sûr qu'on incite les gens pour qu'ils travaillent dans les structures publiques, parce que l'hôpital public, c'est le garant de la soutenabilité du système de la couverture médicale universelle. Je dirais généralisée. J'ai dit universelle parce qu'on espère que ce soit universel.